Bonjour et bienvenue dans cette séance de cours de Sciences de l'ingénieur, unité conception. Dans ce nouveau cours, on va essayer d'aborder ensemble les compétences transversales suivantes. Comprendre le fonctionnement d'un objet technique et on va essayer de voir le système automatisé suivant, le pilote automatique. On va essayer d'aborder dans cette première séance l'aspect fonctionnel. Donc, les outils de l'analyse fonctionnelle. Schéma d'un système automatisé. Un système automatisé est généralement constitué de deux chaînes. La chaîne d'information, qui est composée de la fonction générique acquérir, traiter et communiquer. Et la deuxième chaîne, c'est la chaîne d'énergie, qui est composée de la fonction générique alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Les flux d'informations et des grandeurs physiques traversent la chaîne d'information et les flux d'énergie traversent la chaîne d'énergie. Donc, il y a une interaction entre les deux chaînes pour aboutir à la fonction agir. Agir qui va donner une action sur la matière d'œuvre pour lui ajouter la valeur ajoutée. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder le cours traité, la fonction générique traiter l'information. Analyse fonctionnelle du pilote automatique. Mise en situation. Pour aborder le cours, on a besoin d'un produit support. Le produit support qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un produit qui nous aide à la navigation des bateaux. Donc un bateau a besoin d'être piloté. Un bateau est dirigé généralement à l'aide d'un gouvernail constitué d'une barre à roues qu'on voit sur la représentation à gauche, on voit bien la barre à roues, ou bien d'une barre franche, utilisée comme volant pour une voiture, ou, donc comme je viens de l'expliquer, ou d'une barre franche, manœuvrée en poussant ou en tirant. Donc il y a l'une des deux solutions sur un bateau, et pas généralement les deux. Donc si on utilise une barre à roues, ça sera une barre à roues. Si on utilise une barre franche, ça sera une barre franche. Les deux sont liés directement ou indirectement au safran. Le safran, c'est ce qui est en bas du bateau et qu'on appelle généralement un gouvernail. Donc, c'est la mise en situation. On va étudier ce système. Notion de cap. Donc, chez les marins, on parle de cap. C'est quoi un cap? Pour aller d'un point à un autre, le barreur, c'est le marin qui s'occupe de la barre. La barre soit à roue, soit la barre franche. Le barreur doit suivre un cap, donc généralement on doit suivre un cap, qu'il a auparavant mesuré sur une carte marine avec un rapporteur. Le cap, la définition, c'est l'angle mesuré entre la direction du nord et la route du bateau. La route du bateau nous donne une direction, la route du nord nous donne une autre direction. L'angle entre les deux, c'est ce qu'on appelle le cap. Donc le cap, c'est un angle. Par convention, le nord correspond à 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le cap, c'est l'angle entre la direction du bateau et la direction du nord. S'ils sont confondus, on a un angle de 0, donc le cap 0. Donc si un marin dit on va suivre le cap 0, ça veut dire qu'on va vers le nord. Donc le nord correspond à 0, l'est correspond à 90 degrés, le sud à 180 et l'ouest à 270, avec toutes les valeurs intermédiaires possibles entre 0 et 360 degrés. Donc on voit bien sur la représentation graphique qu'on a le nord qui correspond à un cap de 0, le sud qui correspond à un cap de 180, l'est qui correspond à un cap de 90 et l'ouest qui correspond à un cap de 270 degrés. On peut choisir un exemple. Si on prend un cap de 37 degrés, ça va être
compris entre 0 et 90 degrés. Donc c'est une direction qu'on peut appeler nord-est. Donc un bateau, généralement, suit un cap. Mais comment il le suit? En se dirigeant à l'aide de la barre franche ou la barre à roues. Un bateau ou un voilier est plus difficile à diriger en ligne droite qu'une voiture. Pourquoi? Parce qu'on a des perturbations, on a les vagues qui dépendent de la mer, on a la force du vent. Donc ces perturbations font dévier le bateau de sa route. Ça sera difficile à garder le cap. D'où l'intérêt d'un pilote automatique. Donc on a pensé à un système automatisé qui nous permettra d'avoir un cap et qui fera les corrections en temps réel. Le pilote automatique, quels sont ses avantages? Donc il représente les avantages suivants. D'abord, il libère le barreur. Donc je rappelle, le barreur, c'est celui qui s'occupe de la barre. Il est libéré pour d'autres tâches. Donc on a un homme qui est prêt pour d'autres tâches, puisque le pilote automatique va s'occuper du cap. On va améliorer la route suivie. Pourquoi? Parce que le pilote automatique est plus précis qu'un barreur. Et en plus, on a un avantage du coût. Donc le pilote automatique ne coûte pas cher. Les pilotes automatiques de faible puissance, ils sont dans l'ordre de 5000 dirhams, donc c'est pas cher. Présentation du produit. Le pilote automatique est un compas intégré, donc il a une compas qui peut nous donner la direction du nord et du sud, intégré pour barre franche. Donc l'exemple qu'on va voir du pilote automatique, c'est pour barre franche. Il est étanche, en alliage léger laqué, avec 2 curseurs de commande. Et il comprend, comme on le voit sur la représentation graphique, on a un bouton marche-arrêt, on a un réglage de sensibilité pour le rendre plus sensible aux perturbations et donc plus correct et satisfaisant en ce qui concerne la précision. On a un compas qui nous donne la direction du cap et la direction du nord, et on a un vérin, donc le vérin qui va pousser ou tirer la barre franche, et on a la commande est assurée par une carte électronique. Donc il comprend un vérin électrique pour pousser ou tirer la barre, un compas mesurant l'écart de la route, donc l'écart entre le cap et le nord, et une carte électronique gérant l'ensemble. Montage du pilote sur le bateau. Comment on monte ce pilote automatique sur le bateau? Donc puisque ça ressemble à un vérin qui va pousser la barre et la faire tirer, donc le pilote automatique se fixe sur le bateau, comme on le voit sur la représentation graphique. Donc on voit le corps du vérin qui est fixé sur le bateau, et on doit le fixer à une position médiane pour qu'il puisse sortir pour pousser la barre ou reculer pour la faire tirer. D'accord? Donc on répète, le pilote automatique se fixe sur le bateau grâce à une articulation réglable, ce qui permet de positionner la tige à mi-course pour une position médiane du safran. Donc on voit bien la représentation. On a la barre franche et le vérin, on doit le faire sortir à mi-chemin pour qu'il puisse entrer pour tirer ou sortir pour pousser. Extrait du cahier de charge fonctionnel de ce pilote automatique. Le poids ne dépasse pas 2,6 kg. L'effort maximal du pilote, 450 Newton. La vitesse de déplacement à vide, 3 cm par seconde. La vitesse de déplacement en charge, 2,8 cm par seconde. La consommation, on a consommation en charge ou sans charge. Consommation sans charge, sans déplacement du vérin, 50 mA. Et lorsqu'il est sous charge de 70 newtons, elle passe de 50 à 200 ou 250 mA. Bêta-corne du pilote automatique. La bêta-corne du pilote automatique, c'est le produit dont on parle, c'est le pilote automatique, à qui il rend service. Il rend service à l'utilisateur ou à un marin en général. Sur quoi ou sur qui agit le produit? Il agit directement sur le cap,
ou la direction du bateau. Dans quel but? Manœuvrer la barre pour ajuster le cap. Diagramme pieuvre. Donc pour définir et compléter le diagramme pieuvre, on doit d'abord définir les environnements qui sont autour de ce pilote automatique. Donc les environnements qui sont en contact direct ou indirect avec le pilote automatique. Quels sont les environnements qui entourent le pilote automatique? Il y a la coque du bateau parce qu'il est monté sur la coque du bateau. Il y a l'équipage parce que l'équipage, c'est lui qui va manœuvrer le pilote. Il y a la barre parce qu'il va influencer la position de la barre. Il y a la mer et les intempéries, donc il doit résister aux intempéries. Il y a le nord magnétique parce qu'il va corriger le cap en fonction du nord magnétique. Il y a l'énergie parce qu'il doit être alimenté. Il y a la direction du bateau. Il y a la batterie, l'oreille, l'œil et enfin les périphériques de navigation. Tout ça, ce sont les environnements qui entourent le pilote automatique. On va définir les fonctions de service. Les fonctions de service, pour rappel, ce sont des fonctions qui lient les différents environnements entre eux. Lorsque deux environnements sont liés via le produit support, on les appelle des fonctions principales. Lorsque on a une liaison entre un environnement et un pilote automatique, on les appelle des fonctions contraintes. Donc, on va essayer de les remplir ensemble, les fonctions de service. Voilà les différents environnements et voilà le pilote automatique. La première, c'est une fonction qui va influencer la barre pour nous donner la direction. Ça va être noté une fonction principale numéro 1 parce qu'il lie deux environnements en passant par le pilote automatique. Cette fonction sera définie par manœuvrer la barre. La deuxième fonction, c'est une autre fonction principale qui sera diriger le bateau par rapport au nord magnétique. Donc c'est une fonction principale 2 qui va être définie par analyser la direction du bateau par rapport au nord magnétique et au cap choisi afin d'ajuster la position de la barre. La fonction suivante, c'est une fonction contrainte entre la coque du bateau et le pilote automatique. C'est une contrainte, c'est une nécessité et une obligation de montage sur la coque. Donc accrocher le pilote automatique à la coque du bateau et pouvoir le désaccoupler facilement. La fonction suivante, c'est une fonction entre l'équipage et le pilote automatique. C'est la fonction FC2, c'est mettre en marche, sélectionner le cap à suivre et la sensibilité du pilote automatique. La fonction suivante, c'est entre l'énergie et le pilote automatique. C'est la fonction contrainte 3, raccorder le pilote automatique à la source d'énergie. Ensuite, il y a une contrainte entre l'oreille du du marin et le pilote automatique. C'est une fonction d'être silencieux. Le silence ne doit pas faire beaucoup de bruit pour ne pas déranger l'équipage. Ensuite, il y a une fonction entre l'œil et le pilote automatique qui sera une fonction d'esthétique. Donc c'est la fonction 5, fonction contrainte, être esthétique. La fonction suivante, c'est une fonction d'économie d'énergie entre la batterie et le pilote automatique. C'est la fonction consommer le moins d'énergie possible. Ensuite, on a une fonction entre la mer et les intempéries et le pilote automatique. C'est une fonction de résistance et de non-oxydation. Il doit être étanche et non oxydable. Ensuite, on a une autre fonction, contrainte entre la barre et le pilote automatique. C'est la fonction contrainte 8. Accrocher le pilote automatique à la barre. Et enfin, la dernière, c'est la fonction contrainte entre les périphériques de navigation et le pilote automatique. C'est accorder le pilote automatique au périphérique de navigation afin d'envoyer les consignes de cap et les paramètres de navigation. Caractérisation de quelques fonctions de service. La fonction première qu'on vient de voir, pour la caractériser, il a deux caractères. Vitesse de rotation en premier lieu, avec un niveau de 0,5 radians par seconde et une flexibilité minimum de 0,035 radians par seconde. Le deuxième critère
c'est le couple transmis entre la barre et le bateau avec une flexibilité de 270 Nm et un niveau de 270 mètres Newton et une flexibilité minimum de 250 Nm. On a dans la deuxième fonction principale le critère position du nord magnétique du cap choisi, parce qu'on a dit que la fonction principale 2, c'est accorder la position en tenant compte du cap choisi et de la position du nord magnétique. Ensuite, pour la fonction contrainte 1, on a des critères effort transmissibles avec un niveau de 45 décanewtons et une flexibilité de plus ou moins 5 décanewtons. La mise en place aisée sans outil. La fonction contrainte 3, avec des critères de tension disponibles, c'est l'alimentation, 12 volts continu, avec une flexibilité de plus ou moins 30%, et un autre critère consommation moyenne, qui est défini par 250 mA en charge, avec une flexibilité de plus ou moins 30%. Pour le SADT du pilote, d'abord c'est un SADT concernant le bateau plus le pilote automatique. La fonction c'est maintenir le cap d'un bateau. Donc au départ, la matière d'œuvre entrante, c'est un bateau navigant sans cap précis. Et à la sortie, on aura un bateau dans un cap. Les informations de sortie visuelle et sonore qu'on obtient avec le guidage dans un cap. Donc, ceci sera influencé par le champ magnétique, par le cap à suivre, par le mode de marche et par le réglage du gain. Schéma fonctionnel du premier degré de la partie commande. On mesure le champ magnétique, on mesure la direction du bateau, on a la conversion du cap en tension, donc on a à la sortie une tension correspondante au cap. Ensuite, on mesure la barre, la position de la barre, donc captage de la position de la barre. Donc on a une tension qui nous donne un angle. Tous ces deux caractères qui sont des tensions, la tension concernant le cap et la tension concernant l'angle, sont introduites pour être converties en un signal numérique, une tension convertie. Ensuite, on obtient d'autres informations sur la barre franche qui nous donne la direction du vent, donc la direction du vent qui est convertie en tension, et on a les ordres utilisateurs, le choix du cap choisi. Toutes ces informations sont entrées dans un calculateur pour traitement numérique et à la sortie, on a des informations de fonctionnement plus des tensions amplifiées qui vont vers le moteur du pilote automatique. Parce que le pilote automatique, c'est un vérin électrique qui contient un moteur plus un système vis-écrou. Donc le moteur du vérin fait tourner la barre et on a un capteur incrémental qui mesure l'angle de rotation de la barre et qui fait une correction directement sur le captage de rotation. Il fait une boucle pour faire une correction. On revient au traitement et si l'angle qu'on a choisi est correct, on arrête l'analyse. Si il n'est pas correct, on fait une correction. Tout ceci est alimenté par une tension de 12 volts qui nous donne 3 types d'alimentation. 5 volts, 10 volts et 2 volts. Ces différentes alimentations vont alimenter le moteur du vérin, donc on aura une tension de 10 volts par exemple, et la carte de commande sera alimentée par 5 volts et on a le capteur qui a besoin d'une alimentation de 2 volts. Asservissement, on arrive à l'asservissement. Donc l'asservissement c'est quoi? C'est comme ce qu'on vient de voir. On a la sortie et on a la mesure de la sortie et à partir de la mesure de la sortie, on essaie de modifier l'entrée. Donc ici, on a un comparateur qu'on voit en noir qui compare la consigne, l'ordre qui est donné par l'opérateur. Il est converti, CNA, converti en numérique analogique, puis il part vers l'actionneur, le processus
et on a la commande de la sortie, et on a à la sortie un capteur qui mesure la sortie et qui transmet l'information vers le capteur après l'avoir converti en numérique. Et on a une comparaison entre la consigne et la mesure. Si la consigne correspond à la mesure, on arrête le processus. Si la consigne est plus grande que la mesure, on donne un écart pour correction et ainsi de suite. Donc l'asservissement, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance, Inch'Allah.